Charles Saint-Froux, vous êtes directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris, docteur en sciences politiques, politologue, spécialiste en relations internationales. Vous co-dirigez la collection d'ouvrages Études géopolitiques aux éditions Cartala et vous êtes aussi cofondateur des revues gaullistes Arguments pour la France et une certaine idée. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur le nationalisme arabe et l'islam, dont par exemple votre premier ouvrage La France et le renouveau arabe chez Copernic en 1280, La pensée française au début des années 2000, et deux ouvrages parus chez Albin Michel, Saddam Hussein, un gaullisme arabe et Les mystères syriens. Alors, vous avez fait beaucoup d'autres livres, et L'État-nation, évidemment, est votre dernier ouvrage. Donc ça, on va y passer bientôt. Vous êtes attaché au gaullisme, à la promotion de la politique arabe de la France. Une part importante de vos travaux porte sur les concepts de nation et d'État. Et j'imagine que c'est des concepts que vous avez pu réfléchir mûrement durant vos voyages dans le Moyen-Orient. Si vous voulez ajouter un petit mot là-dessus, peut-être. C'est un bon résumé. D'accord. Philippe Murer, vous avez fait des études d'ingénieur à l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées. Vous avez une maîtrise et un DESS en sciences économiques. Vous connaissez bien les rouages de l'intérieur car vous avez travaillé dans les marchés financiers jusqu'en 2005 où vous démissionnez écœuré par la corruption du milieu ambiant. Tout à fait. Ah, d'accord. Vous êtes co-auteur avec Jacques Sapir des scénarios de dissolution de l'euro, publiés en 2013 par la Fondation Respublica. En 2014, vous publiez chez Fayard, dans la collection 1001 nuits, La transition énergétique, en sous-titre « Une énergie moins chère et 1 million d'emplois créés ». Donc un livre passionnant parce qu'il met en relation l'État stratège appliqué aux questions de transition énergétique et d'indépendance nationale. Donc chapeau. La même année, vous devenez conseiller économique et conseiller à l'environnement pour Marine Le Pen. Vous quittez le Front National peu après les législatives de 2017, au premier revirement eurocompatible du parti, quoi, en gros, et vous rejoignez la cause nationale avec Florian Philippot. Tout à fait. Voilà, et nous sommes ici. Donc, un petit mot juste sur cette conférence, qui est tristement d'actualité, parce qu'elle a pour objectif d'apporter des éléments de langage sur le double danger que représente pour la France l'euro-régionalisme et le fédéralisme européen. Nous allons parler de ce petit bouquin, L'État-nation face à l'Europe des tribus, que j'ai publié aux éditions du Cerf. La question de l'État est d'une forte actualité aujourd'hui, comme l'attestent les affaires de Catalogne en Espagne, comme l'attestent les poussées sécessionnistes en Italie, en Lombardie, en Vénétie, et puis le renouveau du séparatisme corse qui doit être réduit d'ailleurs parce que la manifestation dont on a fait grand cas dans les médias n'a réuni quand même que 8 à 9 000 personnes. C'est quand même pas toutes les Corses qui se sont mobilisées. Mais aujourd'hui, ces gens-là parlent fort parce que les partis traditionnels ont failli et qu'ils ont pris la Corse en main. En tous les cas, ils ont pris le Parlement corse en main et ça pose bien entendu un problème. Et on l'a vu avec la réception du chef de l'État, on pense ce qu'on veut du chef de l'État, mais il est clair que les séparatistes n'ont pas été dignes dans cette affaire, mais ces gens-là ne peuvent pas être dignes. C'est donc une question essentielle parce qu'il y a aujourd'hui une guerre qui est occulte, bien sûr, mais qui est constante contre la nation et contre l'État. Les prétendues élites politiques ou administratives, ce qu'on appelle la haute fonction publique, sont en première ligne contre l'État-nation. Je vous conseille de lire un ouvrage qui vient de paraître et qui est très éclairant, qui s'appelle « Les intouchables d'État », qui est paru chez Robert Laffont et qui est signé de Vincent Jouvert. Et il décrit les errements d'une haute fonction publique qui accumule les privilèges à son profit tout en sapant cet État qu'elle est censée servir et défendre. Souvent incompétente, toujours profiteuse, dépourvue de tout esprit public, championne du pantouflage, cette caste œuvre au démantèlement de l'État. Le démembrement de l'État, des services publics, nous en avons un exemple aujourd'hui avec l'incapacité de l'État ou de ce qui en reste à gérer
cet événement majeur qui fasse froid en hiver et qui tombe 3 flocons de neige, ce démembrement de l'État, c'est le scandale de notre temps. Et ce démembrement n'est pas un hasard. La haine de l'État va de pair avec l'idée qu'il faut briser les nations. Tout cela découle de cette idéologie à laquelle adhère la majorité des élites. C'est ce qui explique que politiciens et autres fonctions publiques courent comme des caniches derrière l'Allemagne qui de facto dicte sa loi, ce qui est normal puisqu'elle est le Gauleiter de l'Union européenne. C'est donc l'Allemagne qui impose ses règles. Le prétendu couple franco-allemand dont on nous rabat les oreilles est un marché de dupes. Nos dirigeants ne cessent de se prosterner devant l'Allemagne pour l'amadouer, alors que l'Allemagne, à travers l'Union européenne, défend bien entendu ses seuls intérêts de puissance. Le 22 janvier 2018, la chancelière Merkel et M. Macron ont annoncé que la France et l'Allemagne veulent signer cette année, en 2018, un nouveau traité de l'Élysée. En réalité, le projet n'a bien entendu rien à voir avec le texte signé jadis entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, qui était, je le répète, fondamentalement hostile à l'unité des Allemagnes et qui était fondamentalement hostile à l'idée même de la germanité. Il s'agit donc d'un projet maintenant qui vise à fondre la France dans un fédéralisme européen dominé par l'Allemagne. Il est inouï que personne n'ait réagi contre ce projet de nouveau traité de l'Élysée. Il est inouï qu'une bande de parlementaires, je pense qu'ils étaient 100 ou 120 d'ailleurs, ait voté à l'unisson en faveur de ce projet, qui reste un projet, mais qui montre bien tout le danger qu'il y a aujourd'hui de la politique suivie avec ce renouveau du pacte ou du couple franco-allemand qui scellera davantage encore la soumission de la France à l'Allemagne. Le projet est effrayant puisqu'il porte en lui tous les germes de la destruction de notre nation. Le fédéralisme contre la souveraineté nationale, le régionalisme contre la nation. Ce projet va jusqu'à envisager le détachement des régions frontalières de l'ensemble national sous couvert d'une prétendue coopération transfrontalière. On a bien compris que l'Allemagne, qui a des problèmes démographiques, cherche à attirer des travailleurs de plus en plus nombreux pour maintenir ces usines en marche. En fait, il s'agit de faire un nouveau STO, il faut être clair. Et puis, le projet de ce nouveau traité de l'Élysée prône une armée européenne. C'est pas nouveau, c'est un vieux projet de cette armée européenne dans laquelle l'armée française se diluera et qui ne sera rien d'autre, il faut le dire, qu'une courroie de transmission de cet OTAN dont on se demande aujourd'hui quelle est l'utilité, puisque, je le rappelle, l'OTAN a été créée contre le pacte militaire de Varsovie et qu'il y a bien belle lurette que le pacte militaire de Varsovie n'existe plus. Mais l'OTAN, comme le lapin du Racel, continue à exister, à prospérer, et c'est le bras armé d'une politique mondialiste qui est très dangereuse. Donc, ce projet de nouveau traité franco-allemand est une infamie. Et il est d'autant plus que l'Allemagne se trouve derrière tous les mauvais coups contre la France. C'est elle qui promeut le supranationalisme par un fédéralisme visant à remplacer le concert des nations. C'est l'Allemagne qui encourage un régionalisme outrancier. C'est encore l'Allemagne qui prône cette armée européenne qui compléterait les forces de l'OTAN. Lors de l'affaire du Kosovo, il y a quelques années, le président serbe Boris Tadić déclarait devant le Conseil de sécurité « Il y a des dizaines d'autres Kosovos à travers le monde qui n'attendent que l'acte de sécession de ce territoire devienne réalité. Je vous avertis très sérieusement du danger d'escalade de nombreux conflits dormants et du déclenchement de nouveaux conflits. » Nous en sommes là aujourd'hui. Il y a de nouveaux Kosovos qui se préparent en Catalogne, en Corse et dans d'autres endroits. Ce qui est en cause, c'est la logique de destruction des États-nations qui progressent. En Europe, l'organisation supranationale qualifiée d'Union européenne a été conçue tout exprès pour disloquer les États-nations. C'est pourquoi l'Europe promeut tout ce qui peut travailler au détricotage
des identités nationales. Séparatisme, régionalisme, communautarisme. La question de l'État est donc d'importance. Une société a besoin d'État, une autorité légitime au service du bien commun. Elle a besoin d'une autorité protectrice, laquelle doit être indépendante des brigues et des factions qui mettent toujours en danger la solidarité nationale. C'est le premier point que je soulèverai. L'État est au service du bien commun. Je préciserai ensuite qu'il s'agit de l'État-nation tel qu'il est le sujet du droit international depuis au moins les traités de Westphalie. Et dans une troisième partie, j'évoquerai les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'État-nation. L'État est au service du bien commun. Dès la Renaissance, le légiste royal Jean Bodin a énoncé la forte vérité que la loi est l'expression de la volonté du souverain, c'est-à-dire de l'État, d'exercer son autorité. Elle fait passer l'équité dans les choses. Selon Bodin, les nations sont en péril lorsque les citoyens perdent le sentiment de former un peuple, ce que Aristote appelait une amitié. L'histoire enseigne que ce renoncement provient toujours d'un recul de l'autorité. Raymond Aron a bien noté que la crise de l'autorité est la véritable crise de nos civilisations. Le totalitarisme prospère lorsque s'effrontent les autorités traditionnelles, l'école, la famille, le pouvoir politique. Comme l'a écrit Hannah Arendt, le totalitarisme a fini au XXe siècle de ruiner l'autorité, mettant un point d'orgue au mouvement entamé depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. Soyons clairs, la fracture entre le pays légal et le pays réel, c'est-à-dire la grande majorité des citoyens, le pays légal étant composé des prétendues élites, cette fracture est de moins en moins contestable. Les signes en sont nombreux. On le voit avec l'abstention, la revendication du vote blanc. On le voit aussi avec le vote pour les mouvements dits radicaux. Mais la méfiance d'une large partie du peuple à l'égard de la classe politique ou politicienne ne signifie pas que les citoyens veulent l'anarchie. Au contraire, un bon nombre d'entre eux souhaitent la restauration d'un État fort et juste, juste car fort. Les citoyens veulent un État au service du bien commun. De nos jours, la crise de l'autorité que diagnostiquait déjà Raymond Aron en mai 68, pendant l'agitation funeste de mai 68, a conduit le plus grand nombre à perdre de vue la notion de bien commun, d'intérêt général, de choses publiques, la res publica. Que signifie pour nous d'être citoyen d'une nation ? Faute de pouvoir répondre à cette question, beaucoup de nos contemporains sont tentés de se retrancher dans des petits bonheurs individualistes ou la tentation communautariste qui encourage la montée en puissance de pseudo-identités ethniques, religieuses, sexuelles, socio-culturelles ou locales. Ce morcellement a un nom, c'est le tribalisme. On peut se demander si les tribus sectaires ne vont pas remplacer la communauté nationale. C'est ce que prédit le philosophe Zygmunt Bauman qui affirme « Le nouvel ordre mondial a précisément besoin d'États faibles pour se maintenir et se reproduire. Les États faibles peuvent en effet facilement être réduits au rôle d'assumer le minimum d'ordre nécessaire pour la conduite des affaires, sans qu'on puisse craindre que ces quasi-États viennent interférer dans la liberté de manœuvre des compagnies mondiales, lisez les grandes entreprises multinationales. La priorité est donc de restaurer l'idée de bien commun qui consolide la citoyenneté. C'est une idée fondamentale de nos civilisations. Depuis Aristote, l'idée prévaut que les hommes ont quelque chose de fondamental, d'essentiel en commun. Le bien commun, c'est ce qui donne du sens au corps social. Le pouvoir politique au service du bien commun, c'est ce qui implique une pleine souveraineté de l'État. Aujourd'hui, quel est notre bien commun ? La question est essentielle puisqu'une société qui perd le sens du bien commun est une société condamnée. Réfléchir sur le bien commun, c'est d'abord prendre la mesure du danger de l'individualisme et du communautarisme pour se référer à notre traditionnelle conception du lien social. Une sorte d'idéal postmoderne consiste à célébrer des communautés de plus en plus nombreuses, ce qui tend à favoriser le communautarisme. Comment ne pas considérer comme une régression le discours de ceux qui détricotent la société nationale, ceux qui flattent des catégories auprès desquelles ils multiplient les promesses démagogiques. Le rôle du politique consiste à réaffirmer sans relâche la traditionnelle conception du lien social
qui privilégie les valeurs d'unité et de solidarité qui s'opposent précisément à l'idée d'un individu isolé, replié sur lui-même ou dans un groupe particulier et sectaire. Le bien commun, c'est la conviction que la nation est une société historique supérieure à la tribu, que le citoyen est préférable au barbare, que la loi générale s'impose aux intérêts féodaux ou oligarchiques. Et donc l'État est au service, ou doit être au service de ce bien commun. Nous ne pouvons d'ailleurs que constater l'extrême misère des pays où l'État est défaillant. Je pense à la Libye, à l'Afghanistan, à l'Irak, au Liban. L'État est une nécessité. Ce postulat étant posé, il faut se demander de quel État nous parlons. Mon questionnement est le suivant: quel État pour quelle société? Et il s'agit bien entendu de l'État-nation. Depuis plusieurs siècles, l'État-nation est le socle de l'ordre international. En 1648, les traités de Westphalie ont mis en pièces la notion d'empire, avec l'abaissement de l'empire des Habsbourg, cette maison d'Autriche combattue par la monarchie française depuis Henri IV. Ce sera la consécration de l'émiettement de l'empire germanique, un objectif fondamental de la monarchie française, car cet empire ne pouvait se consolider que contre la France. Comme le souhaitait la politique traditionnelle de notre monarchie, l'État-nation souverain devint la plus haute autorité du droit international moderne qui vit le jour à cette occasion. Ce droit est donc inspiré par la politique capétienne, c'est l'affirmation de la souveraineté des États. Le droit issu de la paix de Westphalie a pour fondement que la paix et la tranquillité sont assurées par un juste équilibre de puissance entre les États. L'État-nation étant le socle de l'ordre juridique qui se met en place, les petits pays obtiennent les mêmes droits que les grands. La coopération entre les États égaux devient la règle. Il en découle trois principes. La souveraineté externe. Aucun État ne reconnaît d'autorité au-dessus de lui et tout État reconnaît tout autre État comme son égal en droit. La souveraineté interne. Tout État dispose de l'autorité exclusive sur son territoire et aucun État ou aucune organisation ne peut s'immiscer dans les affaires internes d'un autre État. L'équilibre des puissances. Aucun État ne doit être en mesure de s'imposer à l'ensemble des autres États pour imposer une hégémonie. C'est donc un système reposant sur le postulat d'une indépendance absolue, un régime équilibré où l'indépendance des petites et moyennes nations est respectée, car c'est la condition nécessaire pour empêcher l'émergence d'un empire supranational totalitaire. Dans son ouvrage « Si les traités de 1815 ont cessé d'exister », publié en 1863, Pierre-Joseph Proudhon écrit « Tant qu'il y aura pluralité de puissances, plus ou moins équilibrées, le traité de Westphalie existera. Il n'y aurait qu'un moyen de l'effacer du droit public de l'Europe, ce serait de faire que l'Europe redevint un empire unique. » L'historien Jacques Bainville a clairement exposé dans son Histoire de deux peuples que Westphalie est le meilleur arrangement qu'on ait su trouver pour un ordre international qui garantisse contre la violence du plus fort. C'est, dit Bainville, un modèle de paix sérieuse et durable. De fait, ce système a prévalu jusqu'à nos jours, puisque la Charte des Nations Unies, signée en 1945, prévoit dans son article 2 « L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres ». En tout cas, ces principes d'équilibre et de souveraineté ont inspiré la diplomatie française depuis les rois capétiens jusqu'à Charles de Gaulle. Voici donc l'une des principales lois de la politique française. L'État français ne saurait se laisser subordonner à un super-État dont la conception ne peut naître, écrivait Charles Benoît, que chez des peuples qui n'ont ni voisins, ni rivaux, ni ennemis, ni histoire. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Bien sûr, une constatation s'impose, l'État-nation est menacé. Peut-on affirmer, comme Bertrand Badi, que la géographie westphalienne n'est plus à l'échelle du temps ? Selon Badi, l'ordre de Westphalie serait obsolète pour diverses raisons. L'expansion de la globalisation, qui permettrait aux firmes multinationales d'imposer leur volonté aux États. La concurrence d'acteurs nouveaux, les firmes, les ONG, les mafias, les lobbies qui réduisent le rôle des États, des organisations internationales
qui prendrait le relais des États, l'OMC, le FMI, les organisations comme l'Union européenne. La doxa contemporaine, dont Bertrand Badi est l'un des chantres, repose largement sur le dogme libéral. Selon les clichés et les stéréotypes qui forment cette doxa, le temps des nations serait passé et il faudrait par conséquent remettre en question l'État-nation. On voit bien l'inanité de cette idéologie quand on considère la scène internationale. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, ni l'Inde, ni la Grande-Bretagne, ni la Turquie, ni le Japon, ni l'Arabie saoudite, ni le Maroc, ni le Brésil et bien d'autres sont prêts le moins du monde à renoncer à leur souveraineté. Pourtant, ils s'en trouvent en France pour prétendre abattre l'État-nation. C'est devenu une sorte de pensée unique dans divers milieux, en particulier dans de grandes écoles et certains établissements d'enseignement public. Et l'on répète comme un leitmotiv qu'il faut en finir avec les nations parce qu'il faut être résolument moderne, donc cosmopolite. Il faudrait donc moins d'États. Au milieu des années 1980, le sociologue eurocratique Michel Crozier proclamait qu'un État moderne devait être un État modeste. État modeste, c'est devenu le slogan de tous ceux qui pensent que ce n'est pas dans le cadre des États-nations qu'on peut résoudre les problèmes de notre société. Crozier affirmait « Seule l'Europe est susceptible de faciliter le dépassement dont nous avons besoin ». On voit que la chanson est la même ritournelle depuis plus de 30 ans. En fait, Crozier plaidait pour un accroissement des pouvoirs de la Commission européenne, donc de la bureaucratie bruxelloise. Il est tout de même singulier que les adversaires de l'État-nation critiquent le prétendu trop d'État national, protecteur naturel des citoyens, et en même temps prônent la puissance des technobureaucraties, celle des organisations mondialistes et d'un État européen supranational sur lequel aucun contrôle ne peut s'exercer. Bref, ces supranationalistes démolissent l'État à Paris, mais rêvent de le réinstaller à Bruxelles ou à Berlin. Nous devons donc comprendre que le moins d'États des idéologues antinationaux signifie simplement qu'il faudrait moins d'autorité nationale pour avoir plus d'autorité supranationale. En effet, l'anti-étatisme ne vise que le seul État national, puisque ces propagandistes se satisfont fort bien de l'émergence d'autres formules étatiques. Si les prophètes du meilleur des mondes globalisés ou de l'Europe fédérale, ce qui est la même chose, visent à détruire l'État national, c'est pour mieux opérer une substitution au profit des institutions mondialistes et d'un État fédéraliste européen. En tout cas, les termes du débat sont bien posés. Voilà une vieille logique d'empire qui réapparaît pour s'opposer à l'État-nation. C'est la revanche des empires et des féodalités contre les traités de Westphalie. C'est un formidable retour en arrière. Et on aura compris que c'est l'État-nation de la France qui est particulièrement visé, et c'est bien la France qui est en jeu. Une double menace pèse aujourd'hui sur l'État-nation, le supranationalisme et le particularisme régionaliste. L'un nivelle les nations, l'autre les morcelle. L'affaire de la charte des langues régionales et minoritaires concoctée par le Conseil de l'Europe est particulièrement emblématique dans la mesure où celle-ci fait partie du dispositif normatif des diverses instances eurocratiques dont tous les canons sont tournés contre l'État-nation, contre la nation et plus particulièrement contre la nation française. Il ne faut pas se méprendre. La charte ne vise pas à illustrer des cultures locales qui trouvent d'ailleurs leur meilleure chance de rayonner grâce à l'ensemble français et à la langue française. Les écrivains qui ont le plus contribué à diffuser les cultures régionales ont écrit en français. Théodore Botrel, Jean-Pierre Jacques-Eliaz, Émile Verhaeren ou Hertmann et Chatrian. Par ailleurs, le problème doit être relativisé. L'usage des dialectes régionaux est peu répandu en France. Ces dialectes sont enseignés à ceux qui désirent les apprendre. Ils sont si peu persécutés que des fonds considérables leur sont consacrés, souvent inversement proportionnels au nombre de gens intéressés. De fait, ces patois ou ces langues dites régionales sont beaucoup moins menacées
que le français ne l'est par l'anglo-américain et le snobisme du tout anglais. Il est surprenant que les partisans de la conservation des dialectes s'accommodent si bien d'une anglo-américanisation qui met la France et ses régions en état de soumission à l'égard de la langue et de la culture anglo-américaine et par conséquent aux conceptions idéologiques, politiques et économiques que celle-ci véhicule. N'oublions pas, comme l'écrit Rivarol, que la langue, c'est le vêtement de la pensée. En renonçant à sa propre langue, on renonce à son identité. Il faut donc récupérer la souveraineté linguistique. Cela consiste à ne parler que français, à veiller à réaffirmer la place du français dans les organisations internationales où celui-ci est l'une des langues officielles, que ce soit l'ONU, l'UNESCO, l'Union européenne, les Jeux olympiques, etc. De fait, c'est précisément la pensée française, c'est-à-dire l'identité nationale qui est visée. La Charte européenne est un bon exemple du combat insidieux contre l'identité nationale. L'objectif ultime des promoteurs de textes eurocratiques n'est pas ambigu. Il s'agit de démanteler encore plus l'État-nation. Il n'est d'ailleurs pas neutre de noter que parmi les promoteurs de ce texte figurent beaucoup d'anciens rescapés de la collaboration avec l'Allemagne nazie, car la plupart de ces séparatistes, que ce soit les séparatistes bretons, que ce soit naguère les séparatistes alsaciens, que ce soit les séparatistes corses, comme l'ineffable Talamoni, sont des gens qui ont tous fricoté à un moment donné, soit avec les nazis, soit avec les fascistes italiens. Les séparatistes régionaux et l'européisme sont des alliés objectifs. Ils ont le même objectif, la disparition des nations qui est la condition de l'avènement de l'Europe fédérale des régions. C'est donc la nation qui est la cible d'une idéologie supranationale, mondialiste, laquelle a pour objectif essentiel de mettre fin à la souveraineté de l'État. Cette idéologie a pour obsession de faire sauter le verrou de la nation. Je dis bien la nation, car trop souvent, les hommes politiques confondent la France et la République. Il faut relever une confusion regrettable entre un système idéologique, la République, et une réalité historique, la nation. Cette substitution qui consiste à ne pas parler de la nation, en préférant utiliser un terme, la République, qui sert à désigner n'importe quoi, est devenue une sorte de manie d'une classe politique qui confond l'accessoire, le slogan et l'essentiel, le bien commun national, c'est-à-dire la seule France. Lorsque M. Macron, président de la République, déclare qu'il faut que la Corse reste dans le giron de la République, bien sûr, on ne peut que souscrire à l'idée générale, mais pourquoi ne pas dire qu'il faut que la Corse reste dans le giron de la nation française? Il faut être plus clair. Qu'est-ce que la République? Il ne faut pas laisser une idéologie se substituer à la nation. C'est bien la nation qui est notre bien commun. Ce qui est en cause est le respect de la diversité des nations, c'est-à-dire celle des civilisations face à la menace d'un monde globalisé qui serait celui de l'uniformisation synonyme de totalitarisme et de régression. L'acharnement antinational est une véritable obsession des officines d'une eurocratie qui veut des États faibles et la fin des nations pour finalement créer l'Europe des tribus qui n'est jamais que l'autre nom de cette Europe des régions dont le président Pompidou pouvait dire naguère qu'elle s'appelait le Moyen-Âge. La menace, c'est la balkanisation des nations pour sombrer dans l'état de barbarie. C'est tout cela au nom du mythe de ce que Alain Minck et quelques autres ont appelé la mondialisation heureuse. Le dogme d'un libre-échange gagnant-gagnant prédisait l'avènement du meilleur des mondes dans lequel les pauvres deviendraient riches et les riches encore plus prospères. On connaît le résultat, en particulier la désindustrialisation due aux délocalisations massives provoquant une véritable révolte des peuples, à commencer par les classes moyennes déclassées. Dans ces conditions, les peuples ne veulent pas moins d'État, mais mieux d'État, donc plus d'État et plus de souveraineté, car ils savent que seul l'État peut les protéger, en particulier en récupérant sa souveraineté juridique aliénée dans des instances supranationales installées à Bruxelles, à Strasbourg, à Genève, à Washington ou à New York. C'est ainsi que le fossé ne cesse de se creuser entre un pays réel, le peuple, qui veut plus de souveraineté nationale,
et des politiciens qui continuent à sauter sur leurs chaises comme des cabris en criant « l'Europe, l'Europe, l'Europe ». La solution n'est pas de transférer les pouvoirs de l'État à des entités dénuées de toute légitimité. Elle consiste à avoir un État plus fort, disposant de plus de moyens dans ses missions vitales de service public, c'est-à-dire de défense, de sécurité, de diplomatie, d'enseignement, de bâtisseur d'avenir, de planification des grandes étapes du redressement économique. La France est un pays qui a été fait par Colbert et n'a pas été fait par les libre-échangistes. Finalement, ce qu'il s'agit de préserver, c'est une certaine idée de l'homme. Il s'agit de concevoir les hommes comme appartenant d'abord à une nation. Il faut avoir la conviction d'une unité de destin pour faire quelque chose ensemble. Cela s'appelle l'histoire. C'est la nation, et elle seule, qui constitue la plus précieuse des libertés, puisqu'elle donne à l'homme sa dignité en lui permettant d'être non seulement un animal social, mais plus encore un animal historique. Par la nation, l'individu périssable et la société périssable défient la mort et le néant. Nous en revenons à la politique. Il est légitime de se demander aujourd'hui si le vrai fossé n'est pas entre une droite sans repère et n'est plus entre une droite sans repère et une gauche ralliée au libéralisme économique, mais entre les Français qui continuent à croire en la France et la nébuleuse de ceux qui acceptent l'empire totalitaire et déshumanisé, l'utopie messianique de l'Europe fédérale et les séparatismes régionaux. En somme, ceux qui pensent n'importe quoi sauf l'État-nation, n'importe quoi sauf la France, ceux qui pensent que c'est le seul État-nation, fruit de plus de 1000 ans d'efforts, qui serait appelé à s'effacer pour laisser la place à des institutions supranationales ou locales dénuées de toute légitimité. Certains veulent tracer une croix sur cet État, alors que le renforcement du rôle de l'État-nation est éminemment nécessaire pour relever les formidables défis lancés par l'évolution internationale depuis la chute du mur de Berlin et la montée en puissance des lobbies financiers et économiques. Pour tout aggraver, les dirigeants ont pris l'habitude de s'incliner systématiquement devant les minorités bruyantes, obsédés par des calculs politiciens de bas étage et les échéances électorales. Ils encouragent par leur lâcheté l'instauration d'un système où l'exception est en passe de devenir la règle, pour peu que les tentations particularistes, communautaristes, ethniques, religieuses ou corporatistes grondent suffisamment fort, bloquent quelques pompes à essence ou se livrent à quelques actes de vandalisme. C'est ainsi que s'instaure le règne des particularismes égoïstes, des sectes, des bandes violentes et des passe-droits. En tout cas, du foulard prétendument islamique menaçant la laïcité, aux délires ethniques des séparatistes, en passant par les agitateurs du mouvement dit des bonnets rouges, c'est la même logique du fanatisme, des replis sectaires et de l'intolérance. Derrière les revendications particularistes se profile toujours le retour aux tribus et à l'État sauvage. En fin de compte, ce qui est menacé, c'est le modèle français d'intégration et d'universalisme qui circonscrit dans l'espace privé tous les particularismes religieux, culturels ou liés à un mode de vie distinct. C'est l'État qui s'oppose directement au communautarisme, un communautarisme qui met en exergue n'importe quelle appartenance et considère d'une manière dogmatique qu'il y a persécution dès lors qu'il n'y a pas de loi protectrice spécifique ou de discrimination positive, ce qui revient à nier toute notion de société et finalement à créer des systèmes d'apartheid fondés sur les appartenances ethniques, les comportements religieux, culturels ou sexuels. Sous couvert d'une prétendue modernité se profile le retour aux temps féodaux et à l'obscurantisme. De fait, malgré qu'en aient les lobbies supranationaux et les féodalités de toutes sortes, c'est bien l'État-nation qui est à l'opposé des idéologies totalitaires. C'est cet État qui est particulièrement actuel, puisque seul en mesure de relever les grands défis du siècle nouveau. L'État-nation est également nécessaire dans la mesure où la mondialisation ne signifie pas qu'un État mondial est en train de s'instaurer. Outre le fait que la fin du XXe siècle a vu s'effondrer les empires hétérogènes et les constructions artificielles, par exemple l'Union soviétique,
au profit de la résurrection des États-nations, il est avéré que le nouvel ordre mondial reste soumis aux stratégies de puissance. Les États-Unis et la Chine tentent de manipuler la mondialisation selon leurs intérêts. La Russie veut reprendre son rang. Les pays émergents cherchent à s'insérer dans le jeu. L'Allemagne éternelle utilise le levier de l'Europe fédérale pour assouvir sa volonté de puissance. L'État-nation a donc de beaux jours devant lui. Ni trop grand, ni trop petit, il reste la solution la mieux adaptée pour servir une société précise. En fin de compte, l'État-nation est surtout menacé par les esclaves de la fatalité, ceux qui sont toujours prêts à se coucher, ceux qui ont justifié toutes les collaborations depuis la trahison de certaines tribus gauloises au profit de César jusqu'à la collaboration avec l'Allemagne il y a une cinquantaine d'années. Il n'y a pas de fatalité du déclin. Seuls s'effacent les peuples qui, selon l'expression de Fustel de Coulanges, renoncent à eux-mêmes, ceux qui s'assiedent au bord du chemin pour laisser à d'autres l'ambition de faire l'histoire. Ayons l'ambition de faire l'histoire. Désespérer de la nation conduit à se condamner à ne plus avoir de visage particulier dans le monde, puisque c'est le rempart de la cité libre qui préserve notre civilisation. Il est paradoxal que la plupart des élites politiques et intellectuelles de la France, ou des prétendues élites, adhèrent à l'idéologie du renoncement au moment où la réorganisation du monde exigerait que la France fît entendre sa différence et prenne la tête d'un vaste mouvement des peuples et des nations qui refusent légitimement l'instauration de nouveaux empires. Il semble que le plus grand nombre des dirigeants français ont renoncé au rôle traditionnel de la France, d'allier des petites et moyennes nations contre les empires, de porteuses d'une certaine idée de l'homme. En conclusion, d'abord, je rappellerai que depuis plus de 2 siècles, avec de trop rares exceptions, dont celle bien sûr du général de Gaulle, les causes du déclin résident dans la mauvaise politique due à un système débile et malfaisant qui favorise le règne de l'étranger. Nos rois avaient combattu ce parti de l'étranger, les Bourguignons, les Ligueurs, les Frondeurs, les Anglomanes, qui est le véritable mal français. De nos jours, on est frappé par l'importance des partis de l'étranger. Face aux lâches renoncements qui ont toujours nourri l'esprit de collaboration, on peut se poser la question, mais où est le parti de la France quand il n'y a plus d'autorité légitime pour l'incarner? Et cela dure depuis très longtemps. Le combat est existentiel. Pour Paul Valéry, c'est peut-être par l'idée qu'un peuple se fait de l'homme que l'on jugerait le mieux de sa sensibilité, législation, politique, littérature. La pensée française a foi en l'homme. La mission de la France consiste à parler d'une voix distincte, haute et claire, en ne cessant jamais son éternelle plaidoirie pour l'honneur de l'homme, les libertés des peuples et l'indépendance des nations. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, l'État-nation reste notre avenir. Je vous remercie. Il n'y a pas grand-chose à conclure face à ça, parce qu'il a défriché tous les champs de l'État-nation. Ce qui est clair, c'est que face à ça, il faut reprendre notre souveraineté, retrouver cet État-nation, et qu'on ne peut pas avoir des solutions molles. Qu'il faut maintenant une solution claire, comme l'ont fait les Anglais, c'est-à-dire un Frexit. Et que les solutions molles qui consistent à dire qu'on est eurosceptique, c'est-à-dire sceptique sur l'Union européenne qui détruit notre pays, ce sont quand même pas des solutions très intéressantes. Ou le fait de vouloir changer les traités européens pour qu'ils s'adaptent enfin au peuple français, et à tous les peuples européens, ce qu'ils n'ont jamais fait. On ne peut pas y croire, puisqu'il faudrait l'unanimité, c'est-à-dire que 27 pays se mettent d'accord en même temps pour le même projet, alors même qu'il s'agit de peuples différents. C'est complètement impossible. Donc c'est un Frexit. Moi, c'est un petit peu la conclusion à laquelle je suis arrivé, et c'est pour ça que je suis d'ailleurs parti du Front National, qui prévoyait un Frexit, puisqu'en fait, quand le programme présidentiel de Marine Le Pen, c'était de dire qu'on avait un référendum 6 mois après l'arrivée au pouvoir.
ce qui était le mécanisme du Frexit qu'avait mis en place Cameron, pour le même mécanisme qu'avait mis en place Cameron pour le Brexit, excusez-moi. Voilà. Et on est passé à toute autre chose. Moi, je voulais juste parler d'un autre petit sujet. Je suis économiste, vous le savez, un autre danger qui est lié à la disparition de l'État-nation. C'est la prise de pouvoir par les grandes entreprises privées et les multinationales. Et qui arrive peut-être d'ailleurs avec la mondialisation, même dans des grands États comme les États-Unis. Mais en France, c'est encore plus évident. Alors, un des moyens évidents de prise du pouvoir, c'est par l'argent, par la corruption. Elle peut être directe, mais elle peut s'avancer masquée aussi avec le poids des lobbies. D'ailleurs, Bruxelles est la capitale des lobbies en Europe. C'est là où il y en a de loin le plus. C'est parce que c'est là qu'est le véritable pouvoir. Leur but étant d'influencer les députés, de vous proposer de changer la rédaction d'un texte de loi ou d'influencer le gouvernement. La meilleure preuve que ces gens ne sont pas tout à fait, pas toujours honnêtes, surtout vis-à-vis des faibles, c'est qu'un député européen m'a raconté qu'un lobby était allé frapper à sa porte pour lui parler d'un texte sur lequel il travaillait en commission. Et quand il lui a proposé qu'il se voit tranquillement, il l'a invité dans un grand restaurant 3 étoiles de Strasbourg. Et quand il lui a dit non, mais je suis avec plaisir pour voir, mais pas dans le restaurant 3 étoiles et je payerai ma part, il n'a plus jamais eu aucune nouvelle de ce lobby. Ce qui veut bien dire qu'il n'a aucun temps à perdre avec les gens qui ne sont pas corruptibles. Voilà. Un autre moyen qui est évident et qui est sous nos yeux et que vous connaissez tous, puisque je pense que vous êtes déjà avertis, c'est l'achat de toute la presse française et des médias par 9 milliardaires qui détiennent le pouvoir à partir de cela. Alors pour eux, ça a eu un intérêt évident, comme ils le reconnaissent, c'est que ça leur donne une telle capacité d'influence que personne ne peut s'attaquer à eux dans le monde politique, quoi. Ça leur donne donc un pouvoir important. Ils sont complètement intouchables, mais ça permet aussi bien d'autres choses dont on n'est pas au courant. Vous le voyez, les débats sont de plus en plus contrôlés, les invités sélectionnés et même les sujets éliminés. Vous avez vu d'ailleurs un exemple, une anecdote qui date d'il y a 2 jours. Il y a eu l'explosion du travail détaché en France l'année dernière. Il y a eu 516 000 travailleurs détachés qui ont travaillé en France l'année dernière, ce qui est gigantesque. Et ça explique d'ailleurs pourquoi le chômage ne baisse pas. En fait, on a 130 000 personnes supplémentaires à cause de notre croissance démographique qui arrivent sur le marché du travail. Et puis, pour normalement, la croissance qu'on avait devait créer à peu près 250 000, 300 000 emplois. Il n'y a pas eu de baisse du chômage parce que les emplois supplémentaires ont été donnés à des travailleurs qui venaient de l'étranger, quoi. Donc c'est complètement fou. Et vous avez vu, je crois qu'il y a eu 4 articles de presse, rien sur les radios, les matinales des radios ou à la télévision. Donc c'est une capacité d'influence très importante. On le voit aussi puisque ces multinationales sont tellement puissantes aujourd'hui que le Danemark, en février 2017, a annoncé qu'il allait nommer un ambassadeur auprès des géants américains du numérique que sont les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple. C'est un symbole évidemment très fort de la puissance qu'ils ont acquise. Et d'ailleurs, ces propres GAFA vous volent vos données, qui sont des données proprement privées. Elles sont volées à votre insu, donc par Google et Facebook, et exploitées et revendu au plus offrant. On peut se poser la question dans l'histoire, qui d'autre espionnait ainsi les citoyens ? Et on se rappelle que c'était à chaque fois des gens très dangereux. Ça pouvait être la Stasi ou le KGB qui prenait les données privées et qui espionnait les citoyens. Donc, parce que qui connaît tout de vous peut vous contrôler, vous intimider ou vous influencer. Et à ce niveau-là, la probable candidature de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, à la présidence des États-Unis, puisqu'il est en train de poser les jalons depuis 1 an, est tout à fait inquiétante. Un article de Challenge récent, moi, m'a attiré l'attention. Je ne sais pas si vous avez vu la une, c'est « Et si on vendait nos données personnelles aux GAFA ?» montre bien que cet espionnage et ce viol de la propriété privée, de la vie privée, est de plus en plus accepté. Et ce que proposait cet article n'est rien de moins que de vendre son intimité, donc de perdre toute dignité contre de l'argent. C'est vraiment scandaleux. Ça montre que notre pays se couche ici, comme dans d'autres thèmes qu'avait exploré Charles. Et comme on n'a pas de souveraineté, en fait, les débats sur ce sujet sont à peu près absents de l'espace public. Ce n'est pas nous qui décidons sur le sujet. On vous demande juste de renoncer à vos droits les plus élémentaires. Un autre sujet qui est en train d'apparaître, c'est la voiture autonome. Alors ça montre où cette captation de pouvoir par les grandes sociétés peut être, à mon avis, dangereux. En tout cas, il faut réfléchir. C'est un sujet de recherche depuis des années.
Et il y en a de plus en plus qui sont à l'essai et elles s'imposent dans notre avenir sans qu'il y ait eu aucun débat public sur l'intérêt, l'utilité, les dangers de cela. Mieux, General Motors a récemment annoncé qu'il voulait une voiture autonome sans pédale ni volant. Et l'article explique clairement, il cite l'article de Challenge, il s'agit surtout pour General Motors de prendre date et de préparer les esprits, entre parenthèses, et le législateur à ce type d'automobile. Donc en fait, c'est une entreprise privée qui va influencer la loi. Or, si vous savez que l'alimentation, les circuits alimentaires d'une ville comme Paris dépendent principalement du secteur du transport routier. Et s'il y a un problème avec l'électronique des transports autonomes, des voitures sans pédale, des camions sans pédale, ou avec le signal d'ailleurs GPS utilisé, la ville est sans nourriture en quelques jours. Donc ça pose quand même un problème majeur qu'on fait prendre à toute la communauté nationale, un risque ultime. Et on sait que ce risque de chaos total peut advenir, par exemple, si une bombe nucléaire explosait au-dessus de la France, ça créerait un effet EMP, des ondes électromagnétiques, une impulsion électromagnétique qui pourrait détruire une grande partie des appareillages électroniques. C'est pour ça que les militaires blindent leurs appareils, les appareils électroniques qu'ils utilisent, parce qu'ils ont remarqué lors des précédentes explosions nucléaires que ça pouvait casser les appareils. La France serait donc paralysée avec des risques importants de famine. Est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque? Le débat n'a pas été posé dans le système actuel, il n'y a même pas de question. Et en fait, on voit que ce sont les entreprises qui sont en train de nous imposer la voiture autonome comme ça. Elle peut évidemment avoir des aspects très utiles, mais il faudrait quand même qu'il y ait un débat contradictoire. Un autre sujet qui est important, c'est la robotisation. En plus, c'est un peu un sujet qui est utilisé pour démoraliser les gens sur le fait « Ah ben non, on ne réduira jamais le chômage, parce que de toute manière, on va vous remplacer par des robots. » Il y a quelque chose de subliminal là-dedans. On voit que les entreprises, elles avancent très vite. Maintenant, les robots sont capables de réaliser de plus en plus de tâches et de remplacer effectivement des hommes, notamment dans les centres de stockage. Pour la revente par Internet, elles prennent la place de plus en plus des hommes. Et on voit aussi, là c'est aussi très intéressant, qu'elles colonisent peu à peu les grands magasins, les Decathlon ou les caisses de Leroy Merlin et d'autres magasins. Alors Amazon vient justement de livrer un magasin sans employés. Donc vous prenez vos produits dans les rayons et vous ressortez. Pour ressortir, en fait, il faut mettre un code sur votre smartphone et ça scanne automatiquement tous les achats que vous avez faits parce qu'il y a des puces RFID sur chaque produit. Donc on voit autre chose, une étude du cabinet en stratégie McKinsey conclut que la robotisation et l'intelligence artificielle détruiront entre 400 et 800 millions d'emplois d'ici 2030. Que deviendront ces personnes? Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont capables de se reconvertir. Est-ce qu'on devra juste leur verser un RSA amélioré, c'est-à-dire ce qu'on appelle le revenu universel, et leur demander de se cacher chez elles pour mourir? C'est une vraie question. Parce que sans travail, sans utilité, on se demande comment les gens vont pouvoir vivre pendant 60 ans. Le danger approche très vite donc. Et aucun débat n'a lieu sur la place publique, sur la place que doivent occuper les robots dans la société de demain. En fait, pourtant, il y a des solutions, on peut en discuter. Par exemple, dans l'industrie, il est évident que les tâches sont difficiles, que de toute manière, on n'a pas le choix. Ça représente d'ailleurs peu d'emplois à l'heure actuelle. Ça va être autour de 10% des emplois. On a peu de choix puisqu'on est complètement lié à la concurrence internationale, même si on se protégeait plus. Il faut avoir une industrie compétitive. Donc, on devrait probablement accepter les robots dans l'industrie sans aucune inquiétude. Mais dans les services, les accepter, par exemple, dans les magasins, comme ça, non seulement ça détruit les emplois, mais ça déshumanise la cité. Parce que imaginez une ville comme Paris avec de plus en plus de magasins sans employés. N'en parlons pas pour les vieilles personnes, celles qui sont moins actives que Charles, et qui ont parfois que les commerçants comme contact dans leur vie de tous les jours. Voilà. Donc, à nous de décider. Et malheureusement, avec le monde tel qu'il est, on voit qu'aucun débat n'a lieu sur ce sujet. Dernière attaque des grandes entreprises sur la souveraineté des États et l'État-nation, et non des moindres, sur leur prise de pouvoir. Sachez que dans tous les accords de libre-échange que signe aujourd'hui l'Union européenne, donc ça a commencé par l'accord avec Singapour, peu connu parce que c'est un petit pays, et l'accord avec le Canada, le CETA, il y a une mesure qui est parfaitement scandaleuse.
En fait, elle permet aux multinationales de contester une norme, une réglementation que prendrait un État pour protéger les citoyens. Parce que n'oublions pas que les réglementations, c'est par exemple celle qui permet d'interdire le gaz de schiste, d'interdire le bœuf aux hormones, des règles sur les nanoparticules ou de demander d'isoler les bâtiments, les normes BBC, qui sont quand même des normes intelligentes, qui permettent d'isoler les bâtiments pour que ces bâtiments consomment à peu près 8 fois moins d'énergie que ceux qui étaient construits il y a 40 ans. Donc, en fait, toutes ces normes peuvent être maintenant contestées devant les multinationales. Et donc, ce qui interdit, en fait, fondamentalement aux États de légiférer, de prendre des décisions par la loi et de protéger leurs citoyens. Voilà. Or, pire que cela, les tribunaux devant lesquels ces multinationales assigneront les États, ce sont des tribunaux d'arbitrage qui sont formés d'avocats d'affaires internationaux. Or, le problème, c'est que ces avocats d'affaires internationaux ne sont pas des juges publics. Ce pas des juges publics, ce sont des gens qui travaillent habituellement pour le privé et les multinationales, justement, vis-à-vis duquel ils vont devoir trancher. Donc c'est donc une justice privée qui est mise en place pour les multinationales contre l'État, qui est un autre moyen de détruire les États. Et c'est une trahison absolue de la notion de justice telle que nous l'entendons, qui est une justice publique, impartiale et au service de tous. Donc la dépossession est totale dans cette affaire. Elle démontre un peu plus le poids croissant que les multinationales entendent prendre sur la vie publique. En plus, je vais finir par l'économie. Le choix de ces grandes entreprises, on a l'impression qu'elles font toujours le bien et que l'État fait toujours mal. Or, ces grandes entreprises, souvent, elles vont faire le bien pour elles, mais pas forcément le bien pour l'ensemble de l'écosystème des entreprises, puisque chacune va prendre des décisions alors qu'elles sont concurrentes, et encore plus pour la société. Moi, je vais vous donner un exemple tout à fait frappant, qui est un domaine que je connais bien, la transition énergétique, puisque j'ai écrit un livre. Le choix de la remplaçante de la voiture à essence, aujourd'hui, ça semble aller de soi, c'est la voiture électrique qu'on nous impose partout, qui est en train de prendre le lead. Or, tous les constructeurs s'y mettent, c'est une force de frappe énorme, industrielle, pour vous dire, Volkswagen a annoncé que d'ici 4 ans, il électrifierait toute sa gamme et il va investir quand même 34 milliards d'euros. Donc c'est des sommes gigantesques qui se sont lancées là-dedans. Or, si on le réfléchit comme doit le faire un État stratège, l'électrique n'est pas la bonne solution, à moins que des batteries miracles voient le jour. Pour l'instant, il n'y en a absolument pas l'apparence. Pourquoi ? Parce que le tout électrique signifie une consommation, une production qui sont à la fois intermittentes. Donc équilibrer à la fois une consommation intermittente, parce que vous allez brancher vos voitures à peu près tous au même moment, tout le monde le soir, et une production qui va être intermittente, puisqu'on veut de plus en plus d'énergie renouvelable, ça va créer une impossibilité d'équilibrer la chose, à moins que vous ayez un vecteur de stockage au milieu. Ce qui n'est pas le cas, puisque et la consommation et la production est électrique. De la même manière, rappelons que donc, toutes ces ENR majeures, je le rappelle, l'éolien et le solaire sont des énergies intermittentes, puisque l'éolien produit quand il y a du vent, c'est à peu près 2000 heures par an, et le solaire produit plus l'été que l'hiver, et surtout, il produit évidemment que quand il fait jour. Donc, on n'aura aucune chance d'égaliser production et consommation avec l'électrique. Et pourtant, c'est le chemin qu'on prend. Ne parlons pas des recharges de voitures électriques lorsqu'il y aura des départs en vacances, puisque sur l'axe nord-sud de la France, vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir tous brancher les voitures au même moment. De toute manière, ça ferait probablement sauter le réseau. Donc, vous voyez que c'est cette solution qui a été prise, et en fait, qui a été prise par les entreprises, puisque les États refusent d'assumer leur rôle. Pourtant, on a une solution beaucoup plus intéressante. Il y a un seul État qui prend cette solution, qui est le Japon, parce qu'il y a encore un État stratège là-bas, et qui sont les voitures à hydrogène. Parce qu'il y a plein de voitures à hydrogène de série qui existent. On en a 4 à l'heure actuelle. Alors, elles sont un peu chères parce qu'elles sont produites en petite série, parce que l'État stratège n'a pas fait en sorte qu'elles soient produites en grande série avec des lois appropriées. Mais surtout, elles sont beaucoup plus pratiques que l'électrique, puisqu'elles vont se recharger en 3 minutes. Donc, il n'y a pas de problème d'aller passer des heures aux bornes de recharge. Il n'y a pas de problème de casser tous les trottoirs à Paris, devant les immeubles collectifs pour mettre des bornes de recharge partout qui coûtent très cher. Mais surtout, elles vont équilibrer le réseau électrique puisqu'elles vont permettre d'équilibrer la consommation et la production d'électricité. Quand le solaire produira trop le jour pour le reste de l'économie, on ira stocker ce solaire par l'hydrogène. Pareil
pour l'éolien quand il y aura énormément de vent et qu'il produira à plein régime. Et le nucléaire pourrait être réutilisé le soir à plein régime pour produire de l'hydrogène. Donc on voit que c'est la solution idéale, mais quand on laisse les entreprises décider, même au niveau de l'économie, elles ne font pas bien parce qu'elles gèrent leur intérêt personnel, qui est de mettre le produit le plus simple à la disposition et ce qui est le plus rentable à court terme. Elles ont une vision forcément de court terme par définition et on ne peut pas leur en vouloir. Donc la décision est inadaptée. Voilà comment donc laisser tout le pouvoir aux entreprises fait en sorte qu'on prend de mauvaises définitions économiques, de mauvaises mesures économiques. Donc voilà l'autre danger que je voulais vous exposer sur cette disparition de l'État-nation, c'est la prise de pouvoir en fait par les intérêts privés contre l'intérêt général et le bien commun. Voilà, je vous remercie.